accompagné ce matin à sa dernière demeure notre ancien président, historien local qui nous a fait connaître des pans entiers de notre histoire. Et nul doute qu'il aurait été là parmi nous aujourd'hui pour écouter l'histoire de Vincent Moulin qu'il connaissait très bien. En réalité, c'est des copains du canton qui m'avaient un jour parlé dans les années 60 de Vincent Moulin. Tu devrais aller le voir pour recueillir son récit, enfin, etc. Bon, j'avais noté cela. Et puis quelques mois plus tard, à l'issue d'une réunion à Paris, en attendant le train, je regarde au kiosque et je vois les fusillés pour l'exemple de Guy Pedroncini. J'ouvre ce bouquin, au hasard, et de tous les fusillés pour l'exemple, un seul s'est évadé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. Et ça, c'est, bon, je dis, toi tu sais où il est, bon, raison de plus de pouvoir s'en occuper. Et quelques jours ou quelques semaines plus tard, je ne sais pas, pour le 11 novembre 1968, De Gaulle décide de faire déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain. Alors, bon, ça ne m'a fait qu'un tour. Et le 11 novembre, l'après-midi, je suis parti en assiette. Voilà. Et alors là, je suis tombé sur le couple de Vincent et Berthe qui m'ont accueilli à bras ouverts. Je leur ai dit qui j'étais. J'avais été candidat aux élections législatives. Et Berthe, mais j'ai voté pour vous. La glace était rompue. Et j'ai passé toute l'après-midi jusqu'au soir. Je suis revenu. J'ai donc tout inscrit sur un cahier. Je ne sais plus ce qu'il est devenu, était confié pour faire un film, je crois qu'il était parti en Belgique, enfin bref. Et là, j'ai essayé d'alerter les médias, chose depuis, c'est retombé. Ce n'est qu'en 1977, lorsque, c'est-à-dire au 60e anniversaire des mutineries du chemin des Dames, dans le 97, il y a un article dans l'Humanité Dimanche, et j'envoie un mot à Pierre Durand, qui avait fait cet article, l'ancien déporté, puisque c'est lui qui a lu l'appel, le serment au camp de Buchenwald, lors de la libération du camp. Et qui m'appelle aussitôt le lendemain au téléphone. C'est fantastique, est-ce que tu peux m'envoyer ce cahier, envoyer le cahier, et puis en rendez-vous, il est venu voir Moulin, qui a confirmé, on a fait le tour. Et c'est à partir de là qu'il a écrit ce bouquin. Et qui a été, évidemment, qui a porté l'affaire de Moulin à la connaissance du pays, quoi. Et un dimanche soir, je me souviens, téléphone qui sonne, je décroche, ici Alain Decaux, j'ai failli répondre, oui, moi c'est le pape. Puis je l'ai comment il a insisté, mais je vous assure que je suis. Et alors il m'explique, parce que vous pouvez me ménager un rendez-vous avec la famille. Oui, ça, bien entendu, rien de plus simple. Alors on a passé une journée avec les Moulin. Et on avait les larmes aux yeux. C'était, parce que c'est vrai, ils étaient accueillants, ils étaient. Ça s'est très bien passé, d'où alors l'émission, et là ça a été l'explosion au niveau national. Nuit du 11 au 12 juin 1917. Dans une réserve à betteraves, dans la ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 hommes, 5 soldats attendent. Dans cette nuit du 11 au 12 juin 1917, dans cette ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Ces 5 hommes sont des combattants. Ces 5 hommes se sont battus depuis 3 ans. Et maintenant, ils viennent d'être condamnés par le Conseil de guerre, condamnés à mort.
Mais c'est déjà l'enfer, le premier enfer de la Grande Guerre. Et il est là, dans cet enfer, Vincent Mouliat. Et ça tombe, des pertes terribles, dira le soir le capitaine. Terrible, oui. On tient un moment face à la pression allemande, et puis c'est la retraite. Vincent Mouliat est à l'arrière-garde. De temps en temps, on fait face aux Allemands, on met un genou à terre, et on tire. À un moment, une bombe explose à 2 mètres de lui. Il est entièrement enseveli dans la terre. Mais il en sort, il se relève, tout étonné d'être encore en vie. Et il voit un grand Allemand qui fonce vers lui, la baïonnette pointée. La baïonnette qui le frappe au visage. Il sent le froid de l'acier dans sa joue. Mais lui aussi, il a une baïonnette. Et il la plante dans le ventre de l'autre, qui tombe au sol avec un cri affreux. Et il se relève. Il s'aperçoit que du sang lui coule de partout. Il a la joue coupée en 2. Il rentre dans un champ de luzerne. Et il s'en va, tant bien que mal, rejoindre les copains. Eh oui, les tranchées, ça commence. Et ça va durer jusqu'au bout, les tranchées. Mais les tranchées, c'est un mot, ça, les tranchées. Qu'est-ce que c'est, les tranchées? Oui, alors bien sûr, il y a des photos. Oui. Il y avait des photos dans les magazines comme l'Illustration. Magnifiques, les tranchées. C'était comme tracé au cordeau, avec des parapets merveilleux, et puis des sacs de sable bien disposés, tout en haut des créneaux, pour pouvoir tirer, naturellement, hein. Et puis il y avait une pièce, on entrait, une table au milieu, et puis des lits tout autour, là, pour se reposer. Bon, ça a sûrement existé, ces photos, ces tranchées aussi, puisqu'il y a des photos. Mais disons que ça a surtout existé pour les journalistes et les hommes politiques qu'on envoyait au fond. Les autres, c'était des trous, creusés dans la terre, et souvent bien moins profondément qu'on le croit. C'était des fossés actifs, plus ou moins consolidés, à mesure que les mois passaient. Et surtout, c'était la boue. Dans les belles photos de l'Illustration, il y a des caillebotis par terre pour qu'on ne se mouille pas les pieds. Bah, vous pensez s'il y avait des caillebotis partout? Ah, il y avait de la boue, oui, et on vivait dans la boue, on mangeait dans la boue, on tirait dans la boue. Et le soir, eh ben on se couchait par terre, dans cette boue. Bon, évidemment, en hiver, cette boue se solidifiait, bien sûr. Mais l'hiver, il faisait froid. Tenez, l'hiver 1914-1915, abominable l'hiver 1914-1915. Et surtout, rien n'a été prévu, on n'a pas d'équipement. On n'est pas préparé. Alors on crève de froid. Et des milliers de soldats, en enlevant leurs chaussures le matin, trouvent leurs pieds gelés, les doigts de pied qui tombent. Oui, enfin, bon, ceux qui arrivent au bout, ils ne sont pas très nombreux. Mais bon, c'est déjà un léger succès, hein? Et le lendemain, un ordre. Caporal Mouliat, prenez des hommes et allez nettoyer la tranchée allemande qui est là-bas. Bon, fait Mouliat, qui est volontaire? Alors, dans la tranchée, on n'est pas très chaud. En fait, personne n'est volontaire. Alors, Mouliat fait, bon, ben, je vais y aller tout seul, hein. Et puis il y a Bachakou, un copain, un gars du pays, avec Mouliat, ils se connaissent depuis longtemps. Il fait, bon ben je vais avec toi. Et puis il y a aussi un petit jeune qui vient d'arriver, lui on ne sait pas pourquoi, mais il fait, bon les gars je vous accompagne. Et les 3 gars partent. Ils sortent de la tranchée. Ils traversent le no man's land. Ils arrivent à la tranchée allemande. Ils descendent dans la tranchée allemande. Apparemment il n'y a personne. Alors ils avancent, prudemment. Tout à coup, une sentinelle. Mouliat pointe sa baïonnette, l'autre lève les mains. Camarade, camarade. Bon, apparemment, il n'a pas l'air trop fanatique. Il fait comprendre qu'un groupe d'officiers s'est réfugié dans une des arrière-salles de la grotte. Offizier, offizier. Bon, visiblement, il n'a pour eux qu'une affection très limitée. Offizier, fait Mouliat, on va aller voir ça. Les gars rentrent dans la casemate. Ça doit être une ancienne carrière, parce qu'il y a des colonnes tous les 5 mètres. Et tout à coup, il tombe nez à nez avec un officier allemand en train de se raser. Les 3 fusils pointés, l'Allemand qui lève les mains, puis il sort son portefeuille et montre sa photo. Il a 3 enfants. Drei Kinder, ne me tuez pas. Prisonnier. Les gars continuent d'avancer. Et ils vont arriver dans une autre salle de la casemate. Et là, ils vont tomber sur un groupe de 7 officiers allemands autour d'une table, avec un grand gâteau et une bouteille de vin blanc. Ils se rendent prisonniers, eux aussi. Tout va bien. Mouliat envoie le jeune. Va chercher du renfort. Puis on pousse les Allemands vers le haut de la tranchée. Les renforts arrivent et on les ramène dans les lignes. Alors,
Alors le colonel, il est drôlement content, hein, c'est normal. Le colonel, il fait « Caporal Mouilla, vous avez accompli une action d'éclat ». Alors Mouilla regarde Bachakou et il dit « T'as vu Bachakou, on a accompli une action d'éclat ». Seulement voilà, il proteste Chrono. « Bah oui quoi, moi le jour de la révolte, j'étais à 40 km d'ici. » Ah zut, il était à 40 km, on ne peut pas le garder sur la liste, ça serait pas bien. Bon, alors on raye Chrono. Mais il faut quand même qu'on prenne un caporal, sinon on dira qu'on a jugé que des hommes du rang, sans grade. Un caporal. Qui est-ce qu'on pourrait bien prendre comme caporal? Eh bien on choisit Mouilla, bien sûr, parce qu'il était là. Et c'est comme ça que le 7 juin 1917, ils arrivent à 12 au Conseil de guerre à Mézy. Conseil de guerre qui a été établi dans la grande salle d'une école. À gauche, vous avez l'accusateur, le commandant Oliveri. Mouilla le connaissait, c'était un ancien marchand de poissons d'Osgore, un grand blond. Vincent Mouilla, il avait toujours confiance. Ben oui, il se disait, mais quand même, on va pas me tuer. Pas moi, c'est pas possible. Je serai gracié. Mais dans la nuit, il entend du bruit. Un piétinement. Des hommes qui prennent position dans la cour. Il écoute et il entend nettement deux types qui parlent en patois. C'est son patois à lui, Mouilla, de la région de Pau. Et le premier type dit à l'autre, « Quand même, hein, moi j'aurais jamais cru qu'on me fasse faire un truc pareil. » Et l'autre lui répond, « Non mais tu sais, moi je tirerais pas sur eux, hein. Moi je tirerais à côté, ou bien je tirerais en l'air. » Et Mouilla comprend. C'est le peloton d'exécution, plus une minute à perdre. Alors Mouilla va réveiller le gendarme d'Aribert qui dort. « Chef, réveillez-vous, réveillez-vous !»« Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mouilla? Qu'est-ce qu'il y a? »« Ben chef, j'ai la colique. »« Eh ben quoi, Mouilla, t'as la colique? »« Mais chef, je veux aller au cabinet. »« Oh, ouais, Mouilla, tu nous emmerdes. Si c'est pressé, tu fais par terre. »« Oh ben non, chef. C'est pas une réponse, ça. Levez-vous, levez-vous. » Alors, en maugréant, Daribert se lève et se dirige vers la porte d'entrée. Bon, on y va. Il l'ouvre, il sort, il rejoint les autres gendarmes et il bavarde avec eux. Pendant ce temps, Vincent Mouilla tire doucement la porte vers lui, la referme, tourne la clé dans la serrure. Le gendarme d'Aribert est enfermé dehors. Alors Mouilla retire ses chaussures, tire sur le fil de fer qui se déroule et grimpe en enfonçant ses doigts et ses orteils dans les trous du treillage. Arrivé en haut, il attrape le piquet, repousse la plaque de tôle, passe péniblement par l'étroite ouverture et hop, le voilà dehors. Vincent et Berthe sont allés habiter à Landrette, dans la petite maison de Berthe. Amnistié, Vincent? Oui. Mais pas réhabilité? Pourtant, toute l'amicale du 18e régiment a pris sa cause. Des démarches ont été faites, des officiers ont témoigné. Je dis, mais quand même, c'est pas possible. Il faut que Mouilla soit réhabilité. Et le capitaine Lasserre, hein, qui est mort au Val-de-Grâce, souhaitait plus que personne que Vincent Mouilla soit réhabilité. Alors il a fait venir à lui un de ses anciens camarades de tranchée, le sergent Nicole. Il lui a dit, « Nicole, je vais mourir. Reprenez l'affaire en main. Il faut réhabiliter Mouilla. » Réhabiliter? Il paraît que ce n'était pas possible. Parce que même si Vincent était amnistié pour faire de mutinerie, il avait déserté. Alors, il aurait fallu qu'il revienne à son régiment avant la fin de la guerre. Revenir à son régiment avant la fin de la guerre pour être fusillé. C'est pas raisonnable. En 1952, Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la guerre, a rendu à Vincent Mouilla sa carte de combattant. Il a donc eu droit à sa retraite de combattant. Mais il lui faudra encore attendre des années avant de récupérer définitivement sa croix de guerre. Et un jour, dans une rue de Nassiette, un voisin l'aperçoit, le reconnaît, va vers lui, le regarde et lui dit « Quand même, hein, monsieur Mouilla, quand même, hein, c'est moche, la guerre, hein ?»
Là, il est tout saisi. Il n'y avait jamais pensé, Vincent. Et puis, il a raison, le voisin. Alors, Vincent regarde le voisin et répète, oui, oui, c'est vrai, c'est moche, la guerre. Donc il n'y a pas une maison du village où je n'ai été. Je suivais maman parce que quand je suis née, vous vous rendez compte, elle avait 43 ans. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Écoute, tu t'amènes la fille, et la fille, le landau, et tout. Il n'y a pas une maison que je ne connais pas, les habitudes. Elle a été présentée dans des établissements scolaires. Et je répondais oui. voilà, hier à Mugron, devant 2 classes de collège de 3e. Et comment ont réagi les élèves? D'abord, on ne savait pas trop parce qu'il n'avait pas encore joué devant un public aussi jeune. Il semble que les collégiens avaient été préparés par les profs de français et d'histoire sur la Grande Guerre, sur les fusillés pour l'exemple. Et on a été assez étonnés de voir ce calme total pendant 1h15, pas de bruit, rien, une attention, une très grande attention. Et après, il y a eu quelques questions, mais la timidité aidant, il n'y a pas eu énormément de débats. Ceci dit, bon, ils étaient, je crois, sérieusement impressionnés par ce qu'ils avaient entendu. Et à la fin, ils sont tous sortis. Bonsoir, merci, très gentil. J'étais à l'école de Nassier et quand on n'avait pas cours, avec Patrick Campé, sa sœur, enfin on était un petit groupe, on allait voir Vincent et Vincent nous racontait son histoire. Alors on était jeunes, on n'avait pas forcément conscience, comme maintenant à l'âge adulte, de ce que c'était une tranchée, un camp, etc. Mais moi ça m'a bercé et c'est longtemps resté au fond de ma mémoire. Et je suis très très heureuse parce que par hasard j'ai vu qu'il y avait cette soirée et je me suis dit tiens, il n'y a jamais de faux hasard et voilà. Et donc je suis venue et je suis vraiment ravie de ça et de revivre ces souvenirs-là et de voilà. Parce que au fur et à mesure que vous parliez, même dans le village, tout ça, moi en image, enfin je me remémorais tout ça. Et c'est vraiment très très bien de faire vivre l'histoire, le passé, parce que je crois que nos jeunes, ils en ont besoin.